Il est là. Bonjour Bruno, tu m'entends? Je t'entends. Eh, Bonjour, voilà, ça bonjour. y est. On t'entend parfaitement. Euh, j'ai rajouté pour ceux qui nous suivent souvent maintenant, il y a marqué la ville. Effectivement, tu es à San Francisco. Je suis à San Francisco. Je suis à San Francisco depuis l'an 2000. En fait, je suis aux États-Unis depuis près de 30 ans. Donc, plus de la moitié de ma vie, en fait. D'accord. Bon, bah, tu sais, je t'envie un petit peu. Allez, off record. J'y ai passé 2 ans à San Francisco. Si je pouvais, j'y retournerais maintenant. Euh, tu me dis si je me trompe, mais t'as fondu l'entreprise. T'as fondu. Ah, le lapsus. T'as J'ai fondé. essayé de la fondre, mais jusqu'à présent, elle n'est pas fondable. Mais je vais Funded. essayer. Ah Je vais oui, toi tu essayer. parles de funded, moi je parlais de fonded. Bon bref, t'as fondé Larvol en 2004 et c'est une société qui fournit des solutions SaaS aux laboratoires pharmaceutiques et aux entreprises biotech. Oui, T'avais commencé ta carrière chez IBM pendant 3-4 ans et puis après t'avais monté 2 boîtes. Et oui, c'est oui, ça qui t'a conduit à Larvol. Peut-être tu nous en parleras. Et aujourd'hui, si tu es oui. là, c'est parce que tu as créé une entreprise qui est 100% virtuelle. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait dire, c'est pas virtuel, ça existe vraiment, avec des vrais gens qui travaillent, avec un vrai produit, avec des vrais argents. Et tu vas nous raconter ça. Pour commencer, dis-moi, est-ce que tu es un entrepreneur heureux, Bruno? Est-ce que je suis un entrepreneur comblé? Et la raison pour laquelle je suis comblé, c'est que je travaille jamais. Hein. Et d'ailleurs, ma femme se demande ce que je fais parce que je parle au téléphone, je parle aux gens, j'écoute, je dis quelques petites choses, je prends quelques décisions, mais c'est jamais du travail. Parce Hein. que, parce que t'es pas dans un bureau avec un ordinateur, avec des réunions et des photocopieuses, c'est pour ça. N- euh, non, ça c'est autre chose, c'est important aussi, hein, Mhm. mais c'est pas pour ça que je sens que c'est pas du travail. C'est en fait parce que pour deux raisons. D'une part, je sens que je suis un peu comme dans une mission, c'est-à-dire que pour moi c'est pas une entreprise, c'est pas un job, c'est pas un travail, c'est quelque chose que je ferais même si j'avais pas besoin de travailler finalement. Hein. Mhm. Donc c'est une satisfaction de faire quelque chose qui t'intéresse, hein, donc du coup c'est pas du travail. Et l'autre raison, c'est que je travaille avec des gens qui, euh, qui sont vraiment super, quoi. Hein, que j'apprécie leur travail, on s'apprécie, on travaille bien ensemble. Et donc, c'est la satisfaction de travailler avec tous ces collaborateurs et aussi partout dans le monde. Donc, en fait, je suis dans un monde virtuel, oui, mais un monde virtuel global. Donc, le matin, par exemple, je vais avoir un appel avec quelqu'un à Mumbai. Je vais entendre les petits oiseaux dehors dans leur cours. Après, je vais parler avec quelqu'un à Cairo et j'imagine, j'ai mon assistante qui est au Mexique. Hein, j'ai ma directrice des ressources humaines qui est au Chili. Donc voilà, j'ai la chance de travailler dans un bureau. C'est comme s'il y avait qu'un bureau, hein, mais un bureau virtuel et international. Et c'est pour ça que je suis un entrepreneur heureux, comblé. Bah dis donc, t'as déjà répondu à 14 questions juste dans Ah l'intro. oui, on peut terminer le podcast. Merci beaucoup Bruno, salut, à l'année prochaine. Ah, salut. Non, alors en 2 mots pour les gens, est-ce que j'ai bien résumé l'activité de ta boîte? C'est quoi? Larvol, ça fait quoi? Oui, c'est ça. En fait, on vend du software, du logiciel et des bases de données aux entreprises pharma, hein, à l'entreprise de la santé, que ce soit des bases de données qui ont trait au cancer, on fait beaucoup de travail dans la cancérologie, ou maintenant, bien sûr, le domaine de la virologie et du Covid. Hein. Ouais, Donc voilà, on vend des données et on vend du logiciel. d'accord. Bon, et Donc ça, on est ça marche. SaaS en Ça quelque marche bien, sorte. ça. Ça marche bien. Oui, Ouais. oui. Et puis, ce qui est bien, c'est que tu peux dormir. Ah, tiens, ça, c'est une autre raison pour laquelle je suis heureux. Quand tu fais du SaaS, tu peux dormir et en même temps, ta boîte travaille. Alors que quand tu fais du service, finalement, c'est plus difficile de Hmm. dormir et d'avoir un retour financier en même temps. Donc ça, c'est une chance également. T'as commencé par le service. Oui, c'est ça. Au début, on faisait du conseil, hein, il y a 15 ans, et petit à petit, on a évolué. On s'est dit, bon, si on veut dormir et en même temps faire de l'argent en même temps, hein, et arrêter de travailler autant, euh, il faut vendre des données et au final vendre du software. Et donc, pendant 15 ans, c'est ce qu'on a, on était dans cette direction. Et maintenant, on fait plus de service. D'accord. Donc, quand un client veut du service, on lui dit non, on fait plus de service. Alors aujourd'hui, t'as combien d'employés en tout? Alors, on a 105 personnes dans l'entreprise.
euh, je dirais 2 tiers à 75% à plein temps, le reste à mi-temps. D'accord. Alors maintenant, la question des questions qui va démarrer vraiment cette compréhension du système. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Bruno? Ah, alors, pourquoi est-ce Pourquoi que j'ai avoir fait... choisi de mettre tout le monde en virtuel et pas un seul bureau? Quand même à alors, contre-courant général. alors, au départ, c'était un accident. C'est-à-dire que en fait, je me souviens très bien, c'était pendant ma lune de miel avec ma femme. J'étais à Tahiti et j'avais mis une annonce sur Craigslist en disant je cherche quelqu'un pour travailler avec moi sur un projet de conseil. Et j'ai eu cette dame qui est basée en Inde qui m'a répondu et elle était super qualifiée, si tu veux. Elle avait c'était un docteur, un medical degree et un MBA. Hein. Et alors, super, à moins d'accent que moi lorsque je parle anglais. Hein. Alors, bien sûr, maintenant, j'ai un accent anglais quand je parle français, mais ton audience, j'espère, c'est pas grave, ça fait classe. Hein, ça fait classe, ça fait classe. Donc, elle était super. Alors, je me suis dit, c'est incroyable quand même. Je peux trouver des gens comme ça. Alors, dans la Silicon Valley, forget it. Hein. Je devrais payer tellement pour trouver quelqu'un comme elle, mais non. Le coût de la vie là-bas est bien moins grand. Elle est vraiment super. Voilà, donc j'ai commencé avec une personne et c'est passé d'une personne à 2, à 5, à 20, à 15, à 105. Donc ça a été pas une décision, mais ça marchait bien, donc ça a continué. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je crée un système hybride et non, finalement, l'idée, c'est qu'il faut le faire de façon pure. Et ça, on peut en parler, c'est-à-dire que pour avoir un bureau unique pour tout le monde, hein, et que tout le monde soit au même niveau, pour moi, à mon avis, il faut qu'il y ait qu'un système. C'est très dur d'avoir 2 systèmes. Donc j'ai décidé, non, on n'aura pas de bureau, on sera complètement virtuel. Mais tu as décidé, tu vois, tu as décidé. À quel moment tu as décidé? Au numéro 5, au numéro 12, au numéro 22? Parce qu'il y a un moment, on va peut-être prendre des locaux là maintenant pour se réunir, pour faire la fête, pour parler. Comme les humains, quoi, tu vois. Oui, comme les humains, exactement. Je dirais quand on était une dizaine de personnes. Ouais. Et après, à ce moment-là, tu t'es dit, tiens, ce serait peut-être même un plus produit ou un truc un peu dingo. Il y a un petit côté comme ça ou c'est pas si Mais, clair. mais tu sais, ce que je me suis dit, c'est le point le plus important, c'est pas les coûts. C'est vrai que les coûts sont bien moindres. Hein. Par exemple, en Inde, je vais peut-être payer peut-être même un dixième de ce que je vais payer dans la Silicon Valley. Aujourd'hui encore? Peut-être un cinquième. Ouais. Aujourd'hui encore. Hein. Alors, ça dépend. Ça dépend du type de profil, de plein de choses. Donc, le coût, mais ce n'est pas le plus important. Pour moi, la réalisation, c'est que la question, ce n'est pas le coût. C'est la possibilité d'avoir un réservoir de talent qui est incroyable, finalement. Parce que tu peux recruter n'importe qui, les meilleurs, avec le bon profil, n'importe où dans le monde, à partir du moment où ils parlent un langage que tu comprends, et à partir du moment où il y a suffisamment de overlap avec les time zones. Hein, voilà, c'était ça. Et ça, c'est encore plus important que le coût. Hein. Des overlaps avec les time zones, c'est-à-dire que ça exclut qui, par exemple? Ça exclut l'Asie? La Chine, c'est pas facile pour nous, hein, de San Francisco. Hein. L'Inde, ça va, mais il faut parler tôt le matin et tard le soir. Et bien sûr, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, c'est super. Le Canada, c'est super. La France, c'est OK. Ouais. On a quelques Français. Oui, d'ailleurs, c'est quoi ta répartition? J'imagine que tu la connais évidemment très précisément. Alors, je vais faire semblant de la connaître précisément, si tu veux bien. 75% en Inde, ah oui. Hein, 5% en France, 10% en Amérique et 10% ailleurs. D'accord. Alors ça, c'est du pipeau, je ne sais pas exactement, c'est à peu près. On voit l'idée, quoi. Tu es l'ami des Indiens. J'adore l'Inde. D'ailleurs, j'adore l'Inde tellement que sur Facebook, imagine, leur algorithme m'a envoyé des pubs qui me disaient est-ce que vous voulez rencontrer d'autres Indiens? Donc, pour Facebook, je suis un Indien. D'accord. Eh ben, dis donc. Et alors, si on essaie de rationaliser cette affaire, les avantages principaux de ça, c'est donc le coût quand même, c'est ce qui t'a fait démarrer là-dessus et qui continue à être quand même l'argument fort, quoi. Mais donc, c'est un élément important, mais c'est surtout le fait que
je puisse recruter des gens que je ne pourrais pas recruter localement. Par exemple, la semaine dernière, je travaillais avec un gars au Chili, au Chili, qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui a commencé à travailler avec nous. Je ne pourrais pas recruter quelqu'un comme ça en Silicon Valley. Mais la Silicon Valley, ne veut pas recruter ce genre de mec aussi, qui n'est pas en concurrence avec des Google, Facebook et tout ça pour ça? Pas trop, parce qu'ils ne savent pas vraiment comment gérer quelqu'un, d'une part à mi-temps, quelqu'un qui est mi-temps, quelqu'un qui travaille à distance et qui ne vont pas rencontrer. C'est pour ça, il y a quelques années, tu sais, Yahoo et Google ont dit non, on ne veut plus de travail à distance. Ouais. Ça ne marche pas pour nous. Hein? Alors maintenant, avec Covid, ça va peut-être changer un petit peu, mais on se souvient de la PDG de Yahoo qui dit non, il faut être au bureau. D'accord, donc finalement, tu n'as pas de concurrence pour le moment dans ton recrutement? Pas beaucoup. Hein? Et ça va changer, hein, j'espère d'ailleurs, parce que c'est un modèle super. Mais comment tu les recrutes, les gens, alors? Comment tu lances une annonce? Tu fais comment? Alors, c'est compliqué, une Craigslist mondiale. Ça existe d'ailleurs ou pas? Oui, c'est pas facile parce que la plupart des plateformes de recrutement comme LinkedIn ou Monster, il faut indiquer la location. Et tu payes par location. Ah oui. Donc, si tu recrutes globalement, tu ne peux pas te permettre de faire de la pub pour recrutement sur LinkedIn ou Monster. Alors, ce qu'on fait, c'est on utilise les médias sociaux. Et aussi, il y a quelques plateformes telles que FlexJob, surtout FlexJob d'ailleurs, mais il y a quelques autres également, qui sont globales. C'est-à-dire, c'est du travail pour des gens en général mi-temps, mais pas que mi-temps, qui travaillent à distance. Hein, comme on dit en anglais, des digital nomades souvent. Hein, donc, on a par exemple pas mal d'Américains qui sont des expats, qui voyagent dans le monde, qui sont sur la plage dans différents pays. Et souvent, ils recherchent des jobs, du travail sur FlexJob. Donc, FlexJob, s'il y en a dans l'audience qui souhaitent recruter des remote workers, FlexJob, je pense que c'est le plus facile. D'accord. Christelle me dit qu'on a une petite question, donc je vais la faire venir parmi nous. Tadam! Oui. Bonjour Christelle. Hello, bonjour. On a 2 questions. Donc la première, c'est comment peut-on construire une culture d'entreprise dans le 100% virtuel? Alors, ça j'aurais pu poser la question moi-même aussi parce que c'est tellement important. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase qui dit que en fait la culture, en anglais, on dit eats strategy for breakfast. Donc la culture, c'est bien plus important que la stratégie finalement pour le succès d'une entreprise. Et la culture, en fait, c'est très difficile à construire et c'est très difficile à construire dans un système virtuel. Donc c'est une question excellente. Je dirais que il y a quand même un truc qui est mieux dans une entreprise virtuelle, c'est qu'en général, tu as la durée. C'est-à-dire que quand quelqu'un joint l'entreprise, puisqu'on n'a pas de compétition, vraiment, pas beaucoup de compétition, il reste avec nous, pas 1 an, pas 2 ans en moyenne, comme c'est le cas à San Francisco, mais 10 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, tu as le temps de créer un sens de culture. Et alors, on a quelques outils qu'on utilise. Par exemple, une fois par mois, on a un happy hour, qui dure une demi-heure, un peu comme notre appel sur Zoom. Donc, tu as, la semaine dernière, on avait 60 personnes, la moitié de l'entreprise, tout le monde sur Zoom. Et c'est une façon de créer un sentiment d'appartenance, une certaine camaraderie et de renforcer un petit peu les thèmes de la culture. Et le thème le plus important, pour moi, pour une entreprise virtuelle, c'est la transparence. Parce que quand tu es virtuel, tout de suite, tu as beaucoup moins de transparence. Donc, il faut trouver un moyen de recréer cette transparence avec de la culture. Parce que finalement, quand tu n'es pas près de quelqu'un physiquement, c'est bien plus facile de se tromper sur ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils s'épanouissent? Il y a tellement de difficultés. C'est pas facile. Je pense que c'est extraordinaire comme modèle, mais c'est pas facile. Et donc, il faut se concentrer sur la culture et surtout une culture de transparence, de bienveillance aussi, d'empathie. C'est essentiel. C'est essentiel. Et c'est le rôle du management, le rôle du leadership de renforcer ça. Et ça peut, d'ailleurs, au cours des années, j'ai changé d'avis sur un truc. Au départ, j'étais assez SOP, structure, process.
Voilà, quant à cette situation, il faut faire ça. Maintenant, je pense que le process et les SOP, les Standard Operating Process, c'est mauvais en général. Il y a des cas où il en faut, mais en général, c'est de l'anticulture. C'est-à-dire que la culture, c'est ce qui ne peut pas être écrit finalement dans une série de guidelines. C'est pratiquement par nature ce qui n'est pas écrit. Et c'est ça la culture. Et en fait, c'est le travail principal, c'est mon travail principal. C'est d'établir une culture positive, supportive, de transparence, mais aussi orientée vers le succès de l'organisation, parce qu'autrement, on ne peut pas continuer. Donc, il faut le succès, il faut la performance. Ok, très bien. Bon, à tout à l'heure, Christelle. Non, j'ai une deuxième question. Ah, d'accord, ok. Un peu plus technique, comment est-ce que tu gères les contrats de travail de tes salariés et es-tu obligé d'avoir une entité juridique dans chaque pays? Ah, j'adore cette question. Cyril, Christelle, votre audience, super. Ben oui. Super, top. Qualifié. Sauf que c'est peut-être ma mère, en fait, qui écrit quelques petites questions de l'autre côté. Et avec la mienne, surtout. Mais non, la tienne, oui. Mais ça, c'est une question super. Mon approche, c'est qu'il ne faut pas créer des approches juridiques, des structures juridiques dans chaque pays. Le moins de structures juridiques, le mieux. Alors, parfois, ça va être tentant, parce que, en fait, l'Inde voudrait bien que je crée une structure juridique en Inde. Ce serait mieux pour eux, parce que du coup, ils pourraient peut-être avoir plus d'impôts et tout ça. Pour moi, ce qu'il faut, c'est pas ça. C'est avoir que des contracteurs, des contractants, pas d'employés en dehors des États-Unis. Non seulement parce que c'est plus flexible, mais si tu penses au coût d'une entreprise virtuelle, le coût administratif et légal d'avoir une entité en Inde, au Chili, au Mexique, en France, tu as perdu ton avantage financier. Ouais. Ça ne vaut plus la peine. Et la prise de tête administrative, et j'adore la France, mais surtout en France, mais en général, ça ne va pas, quoi. Donc, en fait, pour moi, l'idée, c'est le moins de structures juridiques possible. Et alors, du coup, ça me fait réfléchir. Tiens, reste avec nous, Christelle. Reste avec nous, Christelle. Si tout le monde fait ça, Bruno, qui paye les impôts? Question de littéraire. Bah alors là déjà, très bonne question. Alors, d'une part, chacun paye ses impôts. C'est-à-dire que nos contracteurs, nos contractants, nos consultants en France, par exemple, ils sont en général en auto-entrepreneurs. Donc, ils payent leur impôt directement. Mais il n'y a pas le poids d'une structure juridique que je dois maintenir en France, par exemple. Voilà, et pareil dans tous les pays finalement. Donc chacun, en tant que consultant, en tant qu'auto-entrepreneur ou l'équivalent, on a quelqu'un par exemple au Portugal et en Espagne également. Ils ont la même chose que le système auto-entrepreneur. Chacun paye ses impôts. Ok. Merci Christelle. J'ai une question aussi sur le management du coup. Comment ça se passe? C'est pyramidal, c'est à la cool, c'est chacun rapporte à qui? Il y a des chefs de chefs dans le monde? Alors, c'est pyramidal, oui et non. C'est-à-dire que, à mon avis, puisqu'il y a déjà moins de structure et moins de clarté, à mon avis, dans une entreprise virtuelle, c'est quand même important que chacun ait un manager, qu'ils savent qui c'est leur manager et qu'il n'en est qu'un. Parce qu'autrement, en fait, c'est très stressant pour quelqu'un de ne pas savoir qui c'est son manager, ou il y en a deux, qui est mon manager, qui va être responsable de soutenir ma carrière, de me dire si je fais du bon travail, de dire ce qu'il faut que je fasse, il y a deux trucs qui sont un peu en compétition. Donc, le terme pyramidal, bien sûr, ça implique une certaine vision presque militaire. Donc ça, j'espère que c'est pas notre culture. Mais dans notre culture, il y a quand même un manager. Chaque personne a un manager. Donc c'est quand même, et même si on n'a pas d'organigramme écrit, chaque personne est responsable d'une équipe et chaque collaborateur a un manager. D'accord. Et comment tu les évalues? Alors là, déjà, ça c'est le truc le plus difficile pour nous et pour toute entreprise à mon avis, et ça fait partie de la transparence parce que le problème c'est que
en tant que manager, en tant que leader, on n'a pas envie de donner de feedback. C'est pas agréable. On n'a pas envie de le faire. Donc, on évite de le faire. Et la réponse, la conclusion de ça, c'est que tu te retrouves avec 2/3 de l'équipe qui, sincèrement, pensent qu'ils sont dans les 20% les plus performants. D'accord ? 2/3. Je suis certain que c'est le cas. D'accord ? Sauf si on donne de la transparence et du feedback en termes d'évaluation. Alors, pour nous, la méthode qu'on a qui est un petit peu très difficile et un peu, je ne dirais pas brutale, mais un petit peu, on utilise les tiers, et c'est les tiers sur une courbe. C'est-à-dire, on dit à 1/3 de l'entreprise, tu es dans le premier tiers en termes de performance. Le middle tiers, on dit que tu es dans le middle tiers. Et le bottom tiers, tu es dans le bottom tiers. Et ça, c'est très dur. Cette transparence, finalement, personne ne la veut. Donc, c'est à moi, c'est au leadership de forcer un petit peu tout le monde à rentrer dans un bain froid, qui est une transparence un petit peu nécessaire, mais pas facile, et qui est de dire on t'aime, t'es super, mais cette année, tu n'es pas dans le premier tiers, tu es dans le deuxième tiers. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content, on est très content, mais tu es dans le middle tiers. En termes de performance. Et alors peut-être que l'année prochaine, tu seras dans le premier tiers ou dans le troisième tiers. Et ça, c'est très difficile. Je me bats tout le temps avec mes collègues pour un peu imposer ce système. Et je pense que si c'est bien fait, avec bienveillance, avec un aspect positif, c'est très bien. Si c'est mal fait, sans bienveillance, sans positivité, c'est pas bon. Bah oui, mais comment tu garantis cette bienveillance sur 105 personnes ? Alors, je dirais qu'on n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas toujours. Et comment est-ce qu'on crée finalement cette culture de bienveillance dans l'évaluation des gens ? Ça, finalement, on ne peut pas le décrire en termes de formule, mais on le sait si c'est mal fait. Parce que là, je viens de dire, par exemple, que ce matin, j'ai dû demander à un collaborateur d'arrêter le contrat, parce que le fit n'était pas bon. Donc, ces qualifications n'étaient pas bonnes pour ce que j'avais besoin maintenant. Il n'y avait pas d'autre position pour lui. Donc, j'ai eu un appel il y a 2 heures avec lui, et je lui ai expliqué. Et je lui ai dit que je pense que j'ai réussi à transmettre cette idée qu'on est bienveillant, on s'en fiche pas de ce que les gens ressentent, et on s'en fiche pas de leur carrière et de leur succès. Donc en fait, c'était un appel difficile pour moi justement. Et je pense qu'il a senti ça, et du coup, ça a bien passé. D'accord. Et on est amis, on va continuer peut-être à faire d'autres choses par la suite. Mais voilà, donc en fait, ça se définit pas facilement, mais ça se vit. C'est comme si tu compensais en fait l'absence physique par des données objectives, quoi, d'évaluation technique, des datas, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, tu vois. Alors, je dis à mes collègues un petit peu presque le contraire. C'est-à-dire que si on peut mesurer quelqu'un de façon objective, en fait, tu n'as pas besoin de management ou de leadership, tu n'as qu'un contrat. Tu dis, tu fais autant de pièces, tac, 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 tu es payé tant. Si tu en fais moins que ça, tu es viré. Ça semble, voilà. Tu n'as pas besoin de management. Donc, en fait, le management est nécessaire lorsque c'est subjectif. Alors, on essaie de rendre le subjectif un peu plus concret et en clarifiant les explications. Mais si c'est vraiment super, noir et blanc, tu n'as pas besoin de management. Donc, il n'y a pas besoin de middle management, tu n'as pas besoin de vrai leadership. Donc, pour moi, l'art, c'est que, au final, c'est quand même tout est subjectif dans le travail de leadership et de management. Interesting, Bruno. Very interesting. Quels sont les points faibles de ce système? Si quelqu'un, tu devais lui dire, ouais, alors maintenant que je t'ai dit pourquoi c'est super, pourquoi c'est pas bien, quoi. La solitude. Ouais, de chacun. La solitude. Ouais. Parce qu'en fait, tu disais plutôt, on est des humains. On est des humains, si on est aussi des animaux. Et les animaux, ça travaille par la proximité physique. C'est-à-dire, notre cerveau est un cerveau qui réagit à la proximité en tant qu'animaux. Si un autre animal est proche, il peut nous aider
où il peut nous nuire. Il a beaucoup de réalité pour nous. Si un animal est très très loin, on s'en fiche. Et notre cerveau humain travaille un peu de la même façon. Si quelqu'un est très proche, ils ont beaucoup de réalité pour nous. Si quelqu'un est très loin, on ne les voit jamais, hein, on ne les croise jamais physiquement, hein, ou même au moins visuellement, ils existent moins. Donc en fait, on est assez seul. Enfin, il y a la famille, il y a les amis. Et justement, il faut sortir, il faut aller à Starbucks, travailler à Starbucks ou aller dans WeWork si tu veux. Hein. Mais donc, il y a une certaine solitude qui n'est pas facile. C'est pour ça que moi je dis, pour travailler virtuellement, il faut absolument le vouloir. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une raison précise pour laquelle un de nos collaborateurs souhaite travailler virtuellement. Sinon, c'est trop dur. C'est dur quand même. Tu veux dire une raison précise, genre il n'a pas le choix parce qu'il habite à 2 heures de la ville ou parce que c'est pas tant de la motivation que presque une obligation? Oui. Et d'ailleurs, c'est la première question quand je recrute quelqu'un, c'est pourquoi est-ce que vous voulez travailler en virtuel? Alors certains disent moi je suis à 2 heures, je suis en Inde à 2 heures de Accenture ou de Tata Consulting et il faut que donc à 2 heures et durant la mousson, tu as à Mumbai, tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Ouais. Et elle a 2 enfants en bas âge ou des parents ou des beaux-parents qui sont malades. Tu vois, ou alors ils sont à Calcutta, dans un coin de l'Inde où il n'y a pas vraiment de Accenture, il n'y a pas de McKinsey, il n'y a pas de Tata Consulting. D'accord. Donc il faut une raison précise, à mon avis. Et aujourd'hui, enfin en France en tout cas, le grand mot à la mode depuis 2-3 ans, c'est l'engagement des collaborateurs qui est la clé pour le business. Alors l'engagement quand tu as une entreprise virtuelle, c'est chaud quoi. C'est chaud. Alors, je dirais que c'est chaud, c'est important, c'est difficile. C'est plus difficile parce que justement, l'engagement physique va être différent. Si tu vas dans un bureau, tu as tous tes collègues autour, vous pouvez vous réunir dans la salle de conférence et prendre un café, avoir une pizza, discuter. Voilà, tu as une proximité physique qui crée de l'engagement. C'est un peu comme dans un Oculus finalement. Tu as un engagement parce que tu as une réalité réelle, finalement, plus de réalité que dans un jeu plat. Nous, c'est pareil. Si tu vas dans un bureau, c'est comme si c'était dans un Oculus. Tu as beaucoup plus de réalité et d'engagement naturel. Quand tu es dans une société virtuelle, il faut recréer cet engagement avec d'autres outils. Parce que quand tu es à la maison, tu as ta femme qui se promène, tes enfants, trucs chouettes, tu as la télé, tu as ceci, tu as cela. Et donc, il faut qu'il y ait plus de motivation réelle pour une carrière, plus de motivation et d'engagement, de croyance dans la société pour laquelle tu travailles, plus de raisons de travailler. Parce qu'autrement, tu as toutes sortes de raisons d'être désengagé. Et justement, est-ce que tu travailles toi sur un purpose, sur ce qu'on appelle ici la raison d'être? C'est-à-dire une espèce d'argument au moins positif, moral, philosophique, pour attirer les gens en plus des aspects financiers ou techniques? Alors, oui et non. C'est-à-dire, il y a quelques années, on avait créé un bon statement purpose, si tu veux, mais on l'a jamais vraiment utilisé. Donc, en fait, nous, pour Larval Group, le purpose, c'est qu'il y en a 2 finalement. D'une part, on s'intéresse au domaine de la santé et on pense que c'est un domaine très important pour les hommes et les femmes, d'une part. Et d'autre part, on s'intéresse à cette expérience humaine et organisationnelle qui est de créer, en fait, une vraie entreprise virtuelle avec qui scale, qui est une vraie entreprise. C'est-à-dire, c'est pas un petit job. Ouais. Et c'est des vraies carrières, c'est une vraie expérience d'entreprise ambitieuse, hein, c'est pas qu'une petite entreprise. Et voilà, c'est ça en fait l'objectif de Larvol. Et maintenant, je suis en train de créer une autre société qui a un objectif différent, qui est de cancer et attaquer le cancer avec des données. Voilà, donc ça, ce serait la raison d'être de cette nouvelle société qui, pour l'instant, est incubée au sein de Larvol. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être l'objet d'une autre émission, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Peut-être. Tout à l'heure, tu as évoqué rapidement le sujet, mais est-ce que c'est possible de faire les deux? Parce que là, il y a des boîtes qui sont physiques et qui sont en train de se dire hop, faut peut-être qu'on passe un peu en virtuel, beaucoup plus, qu'on mette la moitié des gains en virtuel. Est-ce que tu crois que c'est jouable, ça? Alors, j'ai une opinion très personnelle là-dessus. Et c'est que c'est pas faisable, ça marche pas. Ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est que si
enfin, ça marche, mais pas vrai. C'est vraiment différent. C'est-à-dire que si tu as les deux, tu auras toujours ceux qui sont au bureau et qui voient le patron tous les jours, qui voient le leadership tous les jours, qui ont le café, qui vont boire un verre après, il y a une relation qui va être obligatoirement différente avec quelqu'un qui travaille à distance, qui n'est presque jamais, sauf pour les réunions et tout ça de temps en temps, au headquarter. Et cette personne ne va jamais se sentir, à mon avis, ça va être très, très difficile d'avoir le même sentiment d'appartenance. C'est pour ça qu'à mon avis, l'opportunité, c'est ceux qui commencent des entreprises. Et quand on commence, c'est un moment super pour se dire, je vais le faire virtuellement. Et après, c'est presque trop tard. Dès qu'il y a 2 personnes dans un bureau, il y a une sorte de logique qui pratiquement ne peut pas s'empêcher d'aller vers une entreprise traditionnelle. Donc là, tu conseillerais à un entrepreneur aujourd'hui, tu lui conseillerais d'aller dans le virtuel. Si tu avais le choix, il t'écouterait et il ferait ce que tu dis, tu lui dirais ça. Oui, absolument. Et en particulier, par la suite, ils peuvent changer d'avis. Mais ça, ils ne peuvent pas changer dans l'autre direction. C'est-à-dire que s'ils commencent avec un bureau et 2 personnes dans ce bureau, c'est presque impossible de devenir vraiment virtuel. Et si on n'est pas complètement virtuel, c'est bien plus difficile d'avoir la valeur qui vient de ce modèle. D'ailleurs, à ce sujet de valeur, est-ce que cet aspect de ta stratégie donne de la valeur à ta boîte ou au contraire la fragilise aux yeux des VC ou les investisseurs éventuels, d'acheteurs éventuels? Est-ce que c'est pas un frein pour eux? Alors, les investisseurs traditionnels de la Silicon Valley, jusqu'à présent, pratiquement n'investiraient jamais dans une société virtuelle. Ouais. Jamais. Il y a quelques exceptions, TopTal, quelques automatiques, quelques exceptions. Mais la raison pour laquelle ils ne font pas, et c'est pas très rationnel, c'est que justement pour eux, ils veulent voir les gens de face à face. Ils veulent pouvoir aller voir comment ça se passe, rencontrer le VP, rencontrer le CTO et tout ça, le CEO. Donc, ils sont dans l'ancien modèle. Alors du coup, nous on n'a pas levé de fonds, on était profitable dès le départ, donc on s'est autofinancé. Mais ma nouvelle société va demander du financement. Donc en fait, je vais avoir ce challenge qui les investisseurs ne sont pas en général confortables du tout, à mon avis, avec ce modèle. Sauf que là, tu as démontré en 14 ans que ça marche. J'ai démontré, mais aussi je vais leur dire, écoutez, moi c'est le seul type de société que je peux gérer. Oui, c'est vrai, en plus. Donc, si ça vous plaît pas, on n'est pas un bon investissement pour vous parce que c'est la seule chose que je sais faire. Tu saurais plus faire en fait des réunions, des pots de départ, tout ça. Non, je serais non. C'est drôle. Non. J'ai une dernière question parce que ça filoche tout ça. C'est si avec la réalité virtuelle, Facebook ou autres services, on pouvait commencer à travailler, mettre des Oculus à tous tes salariés, leur envoyer partout en Inde, à Mumbai et au Caire. Tu l'utiliserais? Tu penses que ça donnerait plus de réel au virtuel ou ce serait presque un risque finalement de casser le virtuel pur et dur? Ce serait super. Je pense que ça ne casserait rien. Je pense que ce serait super. Alors, je me suis amusé un petit peu avec l'Oculus. Je pense que la technologie n'est pas encore suffisamment bonne pour des raisons même toutes simples. C'est-à-dire que toute la journée avec le casque, ça fait mal. Ouais. C'est pas encore une expérience qui est, on est encore au début. On est encore en 95 quand les pages web s'affichent très lentement et tout ça. Mais ça s'améliore. Ceci dit, tu pourrais faire juste pour des éléments rares ou une réunion d'une demi-heure par jour ou un truc comme ça, tu vois. Oui. Il y a un aspect pratique pour moi, c'est-à-dire que sur 105 personnes, dont beaucoup en Inde, ils n'ont pas d'Oculus pour l'instant. Et le coût d'avoir un Oculus pour tout le monde, ça vaudra peut-être la peine très rapidement d'ailleurs. Et je pense qu'il n'y a aucun doute que dans 10 ans ou dans 20 ans, ce sera la norme. Ouais, je pense aussi. On aura plutôt qu'un appel Zoom ou un appel GoToMeeting, on mettra notre casque. Moi, je te parie que c'est avant ça. Je te parie que c'est dans. Ou peut-être avant. 5 ans. Super. Bon, écoute, Bruno, c'était passionnant cette affaire. Moi, j'adore. Ça me donne envie de créer une boîte virtuelle tout de suite. Bon. Oui. Mais j'ai pas de sujet, mais c'est pas grave. Je te remercie beaucoup pour toutes ces réponses et moi, je serais ravi de te revoir sur ton projet blockchain, cancer et autres. Ça m'a l'air assez fascinant.
Ça me ferait plaisir. Ah ben, il y a Joe Rogan qui essaye de m'appeler là pour que je joigne son podcast, mais je dirais non, je vais voir Cyril. Excuse-moi, Joe. Non. Mais j'ai dit déjà à Cyril que je commencerai avec lui. Alors, et ben voilà, fais-le patienter, ça mérite. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt.